Bonjour à tous, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau journal. Voici les titres de ce mardi 1er avril. Manuel Valls est le nouveau Premier ministre. Que pensent les partis politiques de ce changement au lendemain des municipales? Réponse dans un instant. Quel avenir pour Saint-Sulpice-en-Paray? Les 6 élus ont démissionné. Il n'y a donc plus personne au conseil municipal. Nous verrons quelles sont les hypothèses envisagées. La semaine du développement durable est lancée, l'occasion de s'intéresser à cette exploitation de l'ombriculture à Saint-André-Gouldois. Ici, on fait de la culture intensive de verre, permettant ensuite la fabrication de compost à grande échelle. Et enfin, nous retrouverons de jeunes Parisiens en voyage scolaire sur notre littoral. Et pour que la visite soit plus ludique, ces primaires découvrent le land art, un art qui joue avec les matières premières de la nature. Et on débute donc avec ce changement à la tête du gouvernement. Depuis ce mardi, Manuel Valls est le nouveau Premier ministre. Alors les réactions ne se sont pas fait attendre, à gauche comme à droite. L'occasion pour nous d'entendre les chefs de file des partis politiques, Pierre Dalicieux. Je vous souhaite bon courage, je vous souhaite tout le succès et je souhaite bonne chance à la France. Manuel Valls qui devient Premier ministre au lendemain de la lourde défaite au municipal. Pour le Parti socialiste, c'est d'abord le ministre le plus populaire qui prend la tête du gouvernement. C'est une bonne nomination, parce que c'est effectivement un homme d'expérience que les Français aiment, si j'en juge par sa cote aussi de confiance. Et je crois que c'est important que les Français soient en phase aussi avec l'homme qui est nommé aujourd'hui pour diriger le gouvernement. Pour le Front de gauche, c'est la politique même du président François Hollande qui est à revoir. Et il n'y a rien à attendre de celui qui incarne l'aile droite du PS. Cette nomination de Manuel Valls témoigne que, au plus haut niveau de l'État, l'oreille droite fonctionne bien et l'oreille gauche a quelques difficultés à entendre ce que le peuple a exprimé à l'occasion de ces municipales. Le président de l'UMP Vendée, Bruno Retailleau, lui, reconnaît les qualités de bon communicant du nouveau Premier ministre, avec à ses yeux une ligne gouvernementale impossible à tenir. Il y a un problème qui est une sorte de faute originelle du quinquennat de François Hollande, c'est qu'il a été élu sur une autre espérance, une autre politique que celle à laquelle il a dû désormais se rallier avec le pacte de responsabilité, qui est en même temps un effort timide vers la compétitivité française. Enfin, du côté du Front National, héros ou Valls, peu importe, il fallait avant tout renvoyer les députés devant le peuple. Je pense que pour remédier à ça, pour remonter la France, je crois qu'il faut quand même procéder à une dissolution, carrément une dissolution de l'Assemblée, reprovoquer des élections législatives. Et là, les Français auront à nouveau un choix. Redonner de l'air au gouvernement, c'était l'objectif de François Hollande en nommant Manuel Valls. Mais les européennes qui se déroulent dans 2 mois s'annoncent d'ores et déjà compliquées. Et puis, sachez que le directeur de cabinet de Manuel Valls n'est autre qu'un ancien préfet de Vendée. Thierry Lataste a exercé ses fonctions en Vendée de 2007 à 2010. Et à l'heure où nous enregistrons, on ne sait pas si Thierry Lataste suivra l'ancien ministre de l'Intérieur à Matignon. On revient en Vendée et sur la situation de Saint-Sulpice-en-Paray. Nous vous en parlions hier. Au lendemain des municipales, la commune se retrouve sans élus. Alors quel avenir pour cette ville du sud Vendée? Retour sur une situation peu habituelle avec Karl Laboureux. La commune de Saint-Sulpice-en-Paray peut-elle disparaître administrativement? C'est l'une des hypothèses. Suite à la démission collective des 6 candidats, plus aucun élu ne siège à la table du conseil municipal et aucun maire ne sera donc désigné. Une situation rare mais pas inédite et qui va entraîner la mise en place d'une délégation spéciale de 3 personnes chargées de gérer les affaires courantes. En attendant, la mairie reste vacante. Moi, ce matin, mon inquiétude, c'était de savoir qui gérait la commune en attendant que tout soit réinstallé, quoi. Est-ce que j'aurai des infos ce matin en arrivant? Donc j'ai pris contact avec la préfecture, ils m'ont dit qu'il ne fallait pas que je m'inquiète, qu'il y ait une délégation spéciale qui allait se mettre très très rapidement en place. Et cette délégation devra également organiser dans un délai de 2 mois de nouvelles élections municipales qui auront un certain parfum de référendum. Pour ou contre la disparition de Saint-Sulpice-en-Paray, telle pourrait être la question. Car effectivement, si des candidats se déclarent, alors la vie municipale peut reprendre son cours. En revanche, si aucun prétendant ne se fait connaître, le sort de la commune pourrait être bien différent. Dans ce cas-là, nous allons être obligés
obligés de réfléchir avec nos partenaires sur une fusion éventuellement avec une autre commune. En général, c'est toujours les communes les plus proches, c'est-à-dire communes limitrophes. Alors rattachement ou pas, la question pourrait se poser. Les habitants, en tout cas, semblent regretter cette situation. La solution, c'est aux gens du village de la trouver. C'est pas aux communes voisines, je pense. Je suis né ici, dans cette maison, il y a 89 ans. J'avais jamais vu ça. Tout dépendra également de la décision des élus démissionnaires. Ceux-ci peuvent décider de se représenter aux prochaines élections. Si tel n'est pas le cas et si aucun autre candidat se déclare, les quelques 400 habitants pourraient être administrés par une autre commune limitrophe, sans doute Ceuzet ou Thouarcé-Boudrou. Et à Challans, en revanche, la situation est claire, très claire. Le maire, Serge Rondeau, a été réélu dès le premier tour et avec plus de 75% des voix. Cette victoire éclatante fait de lui le maire élu avec le plus de suffrages. Alors Serge Rondeau a-t-il un secret pour maintenir une telle popularité? Reportage de Grégoire de Châtillon. Bonjour. C'était jour de fête aujourd'hui à Challans avec le traditionnel carnaval de la mi-carême. L'occasion pour Serge Rondeau d'être dans l'ambiance. Faut tout faire dans la vie. Félicitations faites. Merci. Un maire souvent félicité et reconnu de tous. Ben non, j'ai pris un confetti. Oh là 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 là. J'ai pas voté pour vous, mais je suis fière de vous. Merci, Van. Quand vous êtes pendant 40 ans dans une ville et que vous avez fait partie du milieu associatif et que vous êtes un petit peu occupé de beaucoup de bénévolat, c'est vrai que les gens vous connaissent, quoi. Attends, excusez-moi. Serge Rondeau a été réélu dès le premier tour avec plus de 75% des voix, un record pour la ville et une victoire collégiale qui a largement dépassé ses espérances. Vous allez bien ? Je crois qu'il y a une équipe qui a fait du bon travail pendant 6 ans parce que c'est quand même là-dessus qu'on est jugé, sur le travail que l'on fait. Et je crois que la bonne méthode, c'est ça, quoi. C'est une victoire, c'est vrai, un peu large, mais on ne va pas s'en plaindre, quoi. J'arrive donc dans mon bureau. Cette mairie est de 2006, donc récente. Et c'est là que je passe beaucoup de temps. Alors c'est vrai qu'à l'heure où j'arrive, souvent les services ne sont pas embauchés, puisqu'ils n'arrivent qu'à 8h30. Mais j'aime bien arriver assez tôt. Né en 1952, Serge Rondeau quitte l'école à 14 ans, monte son entreprise à 23, s'engage dans la vie municipale dès 1995, avant de se présenter avec succès à la mairie en 2008. Être maire d'une ville comme Challans, c'est passionnant. J'ai un gros avantage, c'est que je n'ai pas de carrière à faire, quoi. Je suis retraité de mon activité d'entreprise depuis 2008. Donc je n'ai pas de carrière à faire, donc je peux me consacrer complètement à la ville. Et c'est vrai que c'est passionnant d'aller au contact des gens, comme on l'a vu ce matin sur le marché. C'est passionnant. Bon voilà, un jour une autre page se tournera, parce que je crois qu'un élu ne va pas s'accrocher à son fauteuil. Bonjour Madame Leroyer. Bonjour Monsieur le maire. Vous allez bien ? Oui. À quoi de neuf ce matin ? Serge Rondeau terminera sa journée avec une réunion des maires du canton, avant d'inaugurer plus tard dans la soirée un nouveau restaurant. Un programme donc très chargé pour Serge Rondeau, tout comme pour les autres maires de Vendée et d'ailleurs. On s'intéresse à présent aux chiffres de l'emploi intérimaire. Et bonne nouvelle, les chiffres progressent en Pays de la Loire avec une augmentation de 4,8% pour le mois de janvier. Et c'est dans l'industrie que l'on retrouve le plus d'embauches d'intérimaires. Décidément, c'est la période des élections. C'est le cas notamment à la CGT. La nouvelle équipe a été présentée lors du congrès départemental de l'Union des syndicats ouvriers CGT. Vous le voyez sur ces images tournées vendredi. Rappelons qu'en Vendée, 3400 salariés sont syndiqués CGT. Et le comité départemental a été renouvelé également à la Confédération paysanne. La présentation s'est déroulée vendredi lors de l'Assemblée générale. L'occasion pour le nouveau comité de préciser ses ambitions pour l'avenir. Cette année, comme l'année dernière, on a décidé d'accentuer le mouvement sur l'installation, donc de travailler plus avec les porteurs de projets qui veulent s'installer paysans, parce qu'on constate que depuis de nombreuses années maintenant, il y a une diminution importante du nombre d'agriculteurs, et en face, il y a quand même des jeunes qui veulent s'installer, mais ils ne trouvent pas toujours de place. Donc voilà, on va essayer de les accompagner pour qu'il y ait plus de paysans demain. C'est la semaine du développement durable, l'occasion de s'intéresser à la lombriculture. Il s'agit d'une culture intensive de lombris, de vers donc, ce qui permet ensuite de créer du compost à grande échelle. L'explication avec Anthony Jamin sur la plus grande exploitation de Vendée basée à Saint-André-Gouldois.
Donc là, on a deux vers adultes, un vers qui est juste né et ensuite 2 œufs dans lesquels on peut compter 2 à 3 vers en fait. Pour Jean-Michel et Cathy, la bonne santé de leur élevage de vers est précieuse. Ce sont des rouges de Californie, une espèce parfaitement adaptée à la décomposition du fumier en lombricompost. On travaille principalement avec du fumier de bovin parce que c'est un des meilleurs fumiers pour faire le lombricompost. On est parti sur une exploitation de 800 à 1000 tonnes de fumier qui vont être décomposés par les vers de terre. Nourris au fumier, les vers mangent continuellement et s'accouplent régulièrement jusqu'à ce que le nombre de vers au mètre carré soit suffisamment important. Photophobes, on ne les voit que très peu en journée, mais sous les andins, ils sont très actifs. Ils peuvent manger quotidiennement leur poids en fumier. Et à partir de 14-15 degrés, le ver de terre sort un peu de sa léthargie, pour consommer davantage, pour se multiplier. Et au printemps, avec le soleil, les beaux jours qui reviennent, la vivacité reprend, quoi. Avec ses 2000 mètres carrés, l'exploitation lombricole de Jean-Michel et Cathy est l'une des plus importantes de la région. L'an dernier, près de 300 tonnes de lombricompost ont ainsi pu être récoltées. Alors là, nous sommes en présence d'une litière qu'on va ramasser. On peut remarquer qu'il n'y a pratiquement plus de vers. Les vers ont disparu. Là, on est en présence de lombricompost pur. On est sur un produit fini, alors qui est très gras, et que maintenant on va faire sécher au soleil dès qu'il va faire beau au printemps sur des plateformes. Et voici justement le résultat après séchage. Un compost concentré chargé en micro-organismes et bactéries, parfait pour l'amendement des sols. On dit qu'un kilo de lombricompost équivaut à 10 kg de fumier de bovin ou fumier de cheval. Un produit haut de gamme donc, déjà employé dans des sites prestigieux tels que les jardins de Monaco et qui séduit aussi plus largement tous les amateurs passionnés de jardinage. Et sachez qu'à plus petite échelle, vous pouvez également créer votre propre compost dans votre jardin ou même dans un bac dans votre garage. Ici, vous le voyez, le compost est créé grâce aux simples déchets. Les vers viennent directement de la terre. Aujourd'hui, vous êtes de plus en plus nombreux à posséder votre composteur qui apporte de nombreux avantages. Écoutez. Moi, j'ai toujours fait, depuis que j'ai pris ma parcelle ici, j'ai toujours fait mon compost. Je pense que c'est important parce que ça ramène du fumus, ça enrichit la terre pour enrichir la terre. Donc, pour pas que la terre reste morte, disons, ça, oui, c'est comme l'engrais, parce que nous, on ne met pas d'engrais. Donc, le bio, donc c'est un engrais naturel en somme. Et on va rester proche de la nature puisque nous allons nous intéresser au land art, un art avec et dans la nature. Et vous allez voir que c'est une bonne façon de découvrir la richesse de notre littoral, notamment pour les enfants. Exemple avec des petits Parisiens en voyage scolaire à Saint-Hilaire-de-Riez. Tiens, donne-moi la petite brindille ici qui est toute verte. Voilà, ça, c'est très bien là, voilà. Les yeux rivés au sol, les 53 élèves de cette classe découverte sont à la recherche d'éléments pour réaliser une œuvre collective éphémère inspirée du land art. Qu'est-ce que c'est, quelque chose d'éphémère ? Quelque chose avec de la lumière ? Le land art consiste à utiliser la nature et les éléments qui la composent pour réaliser une œuvre qui disparaîtra avec le temps. Ici, pommes de pin, brindilles, coquillages et bois flottés serviront de matière première à la réalisation de cette sculpture. Je pense que c'est pas simple du tout avec les éléments de la nature parce qu'on n'a pas l'habitude de regarder la nature. La nature est un élément que on ne sait plus regarder notre nature. Et il faut vraiment leur montrer qu'avec une pomme de pin, qu'avec des coquillages, qu'avec des petites aiguilles de pin, on peut faire des choses, mais c'est vraiment pas facile. On peut alterner, par exemple, sa pomme de pin avec d'autres éléments, avec peut-être des petites branches. C'est quelque chose qu'on ne fait pas du tout en art visuel dans la classe. Leur dire vous pouvez aller dans la nature, prendre ce que vous avez sous la main et faire ce que vous voulez, ça c'est pas possible. À l'école c'est des crayons, c'est des craies, donc là c'est vraiment les éléments de la nature, donc de l'environnement dans lequel ils sont. Et grâce à ça, qu'est-ce que je pourrais faire, à quoi ça pourrait ressembler. Donc vraiment développer leur imagination en lien avec ce qu'ils trouvent et qu'est-ce que je pourrais en faire. On peut faire des dessins aussi. Après le ramassage, place à la création. Et là encore, les idées ne manquent pas. Mon œuvre d'art, c'était un parcours pour des petites bêtes. Là, on avait fait un volcan. Un volcan. On est en train de faire un jardin, des douves. À travers cette activité, ces artistes en herbe se familiarisent avec leur environnement et prennent conscience de sa fragilité. Un cours en plein air qui a des allures de vacances, mais tout aussi instructif.
mon avis, en 5 jours, ils vont apprendre beaucoup plus qu'en 2 semaines d'école, parce que c'est beaucoup plus vivant, ils sont vraiment acteurs en fait, c'est ça. Ils sont acteurs de leur apprentissage et du coup, ils retiennent beaucoup plus les choses. Une expérience unique pour ces petits citadins, car bon nombre d'entre eux voyaient la mer ici pour la première fois. Mission accomplie. Et chacun d'entre vous pourra profiter du littoral et pratiquer le land art demain, car il fera doux, même si le ciel restera couvert et que le vent soufflera encore. Et pour plus de précision, rendez-vous tout de suite après ce journal avec Armelle Pavageau. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne.